Bienvenue donc à notre mission. Jacques Roger qui va démarrer d'ici quelques petites secondes. Nous recevons aujourd'hui en exclusivité quelqu'un que vous connaissez très bien, un habitué du Jacques Roger Show, figure emblématique de la lutte pour la démocratie au Gabon, activiste engagé depuis donc des décennies. Il s'est toujours posé à la dynastie de Bongo et milite pour un véritable changement politique. À quelques semaines donc d'une élection présidentielle, disons un peu controversée, où celle seulement que quatre candidats ont été retenus, dont celle du général Olegui Nguema, il nous livrera, pour ne pas dire, il nous livrera dans quelques secondes son analyse sur la situation actuelle, les défis à venir et les risques donc d'une nouvelle confiscation du pouvoir. C'est un entretien sans détour et sans faux fuyant, car notre invité n'a pas du tout la langue de bois. Alors bonjour, cher ami, monsieur Jean-Franck Jordan, comment allez-vous? Je me porte très bien et il me fait vraiment plaisir d'être avec vous, mon ami Jacques Roger. Mais vous n'êtes plus aux États-Unis, c'est ça, n'est-ce pas? Je ne suis plus aux États-Unis. C'est l'amour qui m'a ramené en France, où je vis avec ma charmante épouse. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup, cher ami Franck Jordan. Alors, nous allons démarrer donc très rapidement. Vous avez été donc un opposant, comme je le disais en introduction, un opposant farouche à la dynastie de Bongo pendant des décennies. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager donc dans la lutte pour une véritable démocratie au Gabon? Les moments les plus merveilleux de ma jeunesse, les moments les plus agréables de ma vie, se sont passés au Gabon lorsque j'étais un enfant. Et je considère que quand j'étais jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai pu expérimenter, beaucoup de choses que j'ai pu apprécier. À l'époque, pour moi, le Gabon était le meilleur pays du monde parce que il y avait, le minimum était donné au moins à la majorité des populations. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Le Gabon a sérieusement régressé. Et parce que le Gabon m'a tant donné, et parce que le Gabon a été bon pour moi, maintenant que je suis adulte et que je suis mûr, je pense que c'est à mon tour de redonner au Gabon ce que le Gabon m'a donné. Et voilà pourquoi je rêve d'un Gabon meilleur et un Gabon juste, non seulement pour moi et mes enfants, mais pour tous les Gabonais. Et donc, je lutte pour un Gabon idéal pour nous tous. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction vous combattez le régime, vous avez beaucoup longuement combattu le régime d'Ali Bongo, et pourtant, paradoxalement, vous dites que sous le régime d'Ali Bongo, d'Omar Bongo, les choses semblaient aller très bien. De toute manière, comme je disais bien, les choses semblaient aller être très bien parce que je pense que mes parents m'ont préservé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert à propos du Gabon lorsque j'ai quitté le Gabon. En venant en France pour mes études et après en venant aux États-Unis, j'ai découvert un autre visage du Gabon. En fait, je commence à lutter pour la cause des Gabonais, pour la cause du Gabon et pour la démocratie au Gabon en 2009, c'est-à-dire au moment où Omar Bongo Ondimba meurt. Je pense à ce moment précis que nous avons la possibilité de tourner la page et en tournant la page, à donner aux Gabonais ce que les Gabonais désirent. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ali Bongo Ondimba, son fils, a pris le pouvoir par la force. Alors, si on vous demandait donc de faire une comparaison entre la gestion des deux régimes, du père et du fils. Je considère que le père n'a pas bien géré le Gabon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mieux géré le Gabon que le fils. Je pense que le père prenait le Gabon comme étant un grand village où il fallait quand même partager les richesses du pays avec les autres autour de soi. Et donc, Omar Bongo a quand même fait en sorte que certaines personnes, certaines familles dans différents coins du pays puissent s'enrichir et prospérer et s'occuper de leur propre région. Ce qu'Ali Bongo n'a pas fait. Ali Bongo, pour lui, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Et si tu n'es pas pour lui, ben, il fait tout ce qui était dans son pouvoir pour t'écarter et pour permettre que tu ne prospères pas
et que ta famille aussi ne prospère pas. Donc, il a fait en sorte qu'il y a une sorte de pauperisation du peuple gabonais. Maintenant, je ne veux pas dire aussi que Omar Bongo était un ange. Non, il a commis aussi des choses qui étaient horribles. Il a, comment dire, opprimé et oppressé des opposants. Tous les deux se sont mal comportés, à mon avis, vis-à-vis du peuple gabonais. Mais si vous me demandez de juger entre Omar Bongo et Ali Bongo, je pense que Omar Bongo était mieux qu'Ali Bongo. Il y a donc un moment, vous avez organisé donc, plusieurs manifestations devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pensez que cela a eu l'impact sur ce qui s'est passé dans votre pays à travers, je parle du coup d'État? Mais bien sûr qu'il y a eu un impact, il y a eu un impact colossal, parce que nous nous sommes dit que plus que Ali Bongo veut nous empêcher de rêver, alors nous allons l'empêcher de dormir. Et nous avons mis la pression aux États-Unis, et nos frères de France ont mis la pression, et partout où allait Ali Bongo, il était plus désiré par les Gabonais. On le huait, et je pense même, sans me jeter des fleurs, et à mes camarades aussi, que nous sommes à l'origine probablement de son AVC, tellement la pression était forte. Et je suis convaincu que ce que nous avons fait, ce que nous avons dit à Washington, D.C., à Paris, en France, a eu un impact très, très fort et c'est cela qui a déstabilisé, en effet, Ali Bongo Mhm, Ondimba. mhm. Donc après donc, le coup d'État d'octobre 2023, aviez-vous espéré donc un réel changement ou vous aviez donc déjà des doutes sur la transition menée par M. Oligui Nguema? Tout d'abord, j'ai été déçu. Je fais partie des Gabonais qui étaient déçus parce que depuis que je vote, jamais la personne que je vote ne prend le pouvoir. Et ça, c'est valable pour moi et pour la majorité de mes compatriotes. Les Gabonais votent, mais la personne qui vote dans les urnes ne prend jamais le pouvoir. Malheureusement, une énième fois, cela encore, le vote des Gabonais a été usurpé, les militaires ont pris le pouvoir. Je me suis dit que parce qu'il y avait l'enthousiasme dans les rues, parce que les Gabonais étaient contents d'être libérés des bongos, j'ai joint mes compatriotes et j'ai accepté la transition. Et si vous pouvez observer mes mouvements, vous allez vous rendre compte que je n'étais pas très critique au début de la transition parce que je considérais qu'un maçon, on le juge au pied du mur. Mais plus les mois passaient, et maintenant, en particulier en ce moment où la transition est sur le point de se terminer, je me rends compte de plus en plus que cette transition n'est pas vraiment une transition, mais c'est plutôt une captation du pouvoir. Et maintenant, tout est mis en place pour préserver le pouvoir et pour pérenniser le système Bongo-PDG. En fait, on a changé les acteurs, mais la politique, les méthodes de prédation de nos richesses, l'oppression de notre peuple est toujours la même. Mhm, mhm. Alors nous allons revenir un peu dans les détails un peu tout à l'heure. Parlons donc du processus électoral en lui-même et donc les candidats donc retenus à cette élection. Euh, Disons, seuls 4 candidats ont été donc retenus pour l'élection présidentielle avec Oligui Nguema parmi elles. Comment analysez-vous ce processus? Peut-on parler d'une élection crédible en ce moment? Non. De toute manière, en ce moment, ce qui se passe, c'est que Oligui Nguema, lui seul, savait quand il allait avoir l'élection présidentielle. Il l'a dit à la dernière minute pour essayer de dribbler un peu tout le monde. Et on voit une volonté, comme j'ai dit, de s'accaparer le pouvoir, de concentrer le pouvoir. Et ce qui est terrible à dire, c'est que même Ali Bongo Ondimba n'a pas concentré autant de pouvoir autour de sa personne. Et c'est ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois qu'il y a une volonté d'inonder les médias gabonais, d'inonder même les médias dans la scène internationale pour faire croire aux Gabonais qu'il est une personne qui est aimée, qu'il est une personne qui est adulée, qu'il est une personne qui travaille pour le bien-être du Gabon et du peuple gabonais, mais je pense que la vérité est ailleurs. Cependant, il y a eu beaucoup donc, de changements. Certains de vos compatriotes de lutte ont rejoint depuis lors la transition. Vous connaissez bien le docteur Jean-Aimé Mouketou, qui a rejoint aussi la transition. Nous l'avons interviewé il y a pratiquement 2 semaines, mais il ne tarit pas d'éloges par rapport aux réalisations des militaires. Alors, que répondez-vous par rapport à ça?
Et c'est ce qui est dans un pays, pour que la démocratie puisse s'épanouir, il faut qu'il y ait une opposition. Aujourd'hui, Oligui Nguema a réussi à faire taire l'opposition. Quand Ali Bongo était au pouvoir et Omar Bongo était au pouvoir, il y avait une opposition au Gabon. Aujourd'hui, même les partis politiques les plus puissants qui, à l'époque, n'ont jamais participé ni au pouvoir du père, ni au pouvoir du fils, aujourd'hui ont rallié Oligui Nguema. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a un problème aussi de génération. Il y a des gens qui se sont battus pendant des décennies, comme vous l'avez dit au début. Et pour eux, ils ne peuvent pas passer toute leur vie à se battre. Donc, ils préfèrent se rallier pour pouvoir avoir une vie décente pour eux, au détriment du peuple et au détriment du Gabon. Moi, je ne mange pas de ce pain. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. Je veux que le Gabon soit un pays démocratique. Je veux que les Gabonais puissent s'épanouir. Et pour cela, je suis prêt à être un opposant pour le reste de ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que je lutterai toujours pour ce qui est bon et ce qui est juste. En ce qui concerne Monsieur Dr Muketu, je pense qu'il a fait son choix aussi à cause de l'âge. Et je sais qu'il s'est battu pour Jean Ping, par exemple, et comme lui-même il l'a dit, il s'est battu aux côtés de Mamboundou, probablement du côté de Hamo. Il a toujours été dans l'opposition et je pense qu'il arrive à la conclusion que maintenant, il faut qu'il pense à ses vieux jours et il faut qu'il se concentre à sa personne et probablement sa famille. Et donc, il limite maintenant son combat à cela. Et donc, il s'est résolu de pactiser avec Oligui Nguema et de renoncer à l'idéal que lui et moi, nous partageons il y a de cela quelques années. Mais pourquoi vous excluez un peu la conviction? Peut-être qu'il croit en Oligui Nguema. Honnêtement, je suis convaincu que si Oligui Nguema, par miracle ou par une action du peuple gabonais, n'est pas élu le 12 avril 2025, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes vont se pencher du côté de celui qui aura gagné. C'est la nature de l'homme et spécifiquement du Gabonais. Le Gabonais aime là où il y a le pouvoir. Et donc aujourd'hui, c'est l'homme fort du Gabon. Donc c'est quasiment normal que beaucoup de personnes se rallient vers Oligui Nguema. Mais aujourd'hui, il y a quand même des signes que son pouvoir s'effrite. Et parce que ça s'effrite, de plus en plus, on commence à entendre des voix dissidentes. Et la jeunesse gabonaise qui a soif de liberté, qui a soif de pouvoir s'épanouir dans son pays, de plus en plus, demande des choses fortes à ceux qui leur dirigent et sont en train de se dissocier de plus en plus de ce qu'Oligui Nguema veut proposer au Gabon et aux Gabonaises et aux Gabonais. En parlant donc de vos compatriotes de lutte, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on peut parler d'abandon de l'idéal ou bien, je dirais, d'une trahison? Écoutez, je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop condamner ses compagnons de lutte, surtout lorsque nous ne nous sommes pas assis pour discuter, essayer de comprendre pourquoi ils sont maintenant avec le régime et que moi, je suis toujours resté dans l'opposition. On n'a pas eu un débat franc. Donc, il est difficile pour moi de juger leur action. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que la majorité d'entre eux, parce qu'ils ont aujourd'hui la cinquantaine, hein, c'est-à-dire au moins 50 ans ou plus, beaucoup parmi eux pensent à eux. C'est-à-dire ils pensent à qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer ma situation. Bientôt, je serai à la retraite, donc je ne travaillerai pas. Comment je vais gagner ma vie? Est-ce que continuer à lutter me permettra de pouvoir assouvir à mes besoins et de ceux de mes enfants et de ma famille? Et ils se posent ces questions. Et en se posant ces questions, ils ont décidé de joindre celui qui est au pouvoir afin de pouvoir Mhm. vivre de manière décente. Donc, je pense que c'est plutôt vouloir se réconforter eux-mêmes plutôt qu'une trahison. Du Mhm. moins, c'est ce que j'aimerais croire. Alors, pensez-vous que l'élimination, on peut le dire, donc de certains candidats était, pour ces élections présidentielles, était donc une stratégie, hein, selon vous, pour verrouiller le scrutin et maintenir donc, j'allais dire, le pouvoir entre les mains de l'actuel junte, selon vous? La vérité, c'est que tous les candidats qui sont en ce moment, qui ont été retenus, c'est tous des gens qui avaient et qui étaient en relation ou qui faisaient partie de l'ancien système, du système Bongo PDG. Les gens qui n'avaient rien à voir directement avec le système Bongo PDG, systématiquement, ont été écartés. Et c'est là où je vois la volonté du PDG de revenir aux affaires.
Et je pense qu'on a trompé le peuple gabonais à travers ce coup d'État en pensant qu'il y allait avoir une rupture. Parce que le peuple gabonais n'a pas fait attention à son histoire. Oligui Nguema appartient à ce qu'on appelle la garde républicaine, la GR. La GR a été créée en 1965, je crois, si je ne m'abuse, à la veille du coup d'État de Léon Mba. C'est parce que des Gabonais, des officiers gabonais ont déposé Léon Mba que les Français sont venus pour pouvoir rétablir Léon Mba au pouvoir, qu'ils ont créé une élite, une armée élite qu'on appelait à l'époque la GP, c'est-à-dire la garde présidentielle, qui est aujourd'hui devenue la garde républicaine, donc la GR. C'est cette armée-là qui était chargée non pas de protéger le territoire gabonais et de protéger la population gabonaise, mais de protéger le président gabonais que la France voulait voir gouverner le Gabon. Et donc, Oligui Nguema, quand on analyse bien qui il est, c'est quelqu'un qui a protégé le système. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends les gens vouloir faire une comparaison en disant que non, lui, il n'est pas, c'est pas un ancien PDGiste. Non, oui, c'est vrai, il était dans l'armée, mais son rôle primordial était de protéger le système Bongo-PDG, de protéger Ali Bongo et de protéger Omar Bongo. Et la vérité, c'est que c'était l'armée répressive du pouvoir du système Bongo-PDG. Lorsque l'on a maté les gens en 2009 à Port-Gentil, qui est la ville économique du Gabon, et qu'on a maté les gens en 2016 à Libreville, qui l'a fait? C'est la GR qui l'a fait. C'est-à-dire les libérateurs du 30 août étaient les oppresseurs de 2009 et de 2016. Et donc, il n'y a pas eu une rupture, mais plutôt le système s'est muté. Et donc, on a juste changé d'acteur, juste pour pouvoir préserver le système Bongo PDG. Bon, ah ben, je crois qu'on aura la possibilité de revenir sur d'autres segments, peut-être une autre fois, puisque nous sommes pris par le temps. Disons, cher ami, à 3 semaines donc, de vote, quel est réellement votre sentiment sur la transparence et j'allais dire l'équité de cette élection? Il n'y a ni transparence ni équité dans cette élection. La preuve, c'est que Oligui Nguema a fait même la même chose qu'Ali Bongo. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son cousin. Euh, euh, donc, il a confié comment dire, la gérance de l'élection à son premier ministre de l'Intérieur que lui-même a nommé. Donc, on voit très bien qu'il y a une volonté de conserver le pouvoir. Donc, je ne vois pas ni la transparence, je ne vois ni l'équité. Mais cependant, il y a une équation, une variable qui est importante pour moi. Et cette variable, c'est le peuple. C'est le peuple gabonais. C'est-à-dire que le peuple gabonais a la possibilité, encore une fois, comme il a toujours fait, de dire non et de choisir ce qui est bon pour lui. Et je pense et j'espère que le peuple gabonais, de manière imposante, va voter le 12 avril 2025. Je ne peux pas dire ou prétendre influencer le choix des Gabonais, mais je sais qu'ils feront le bon choix. Ils feront le bon choix pour eux et pour leurs enfants. Parce qu'il y a une question très simple que les Gabonais doivent se poser. Est-ce que leur vie, depuis le 30 août 2023, est mieux aujourd'hui que que même à l'époque d'Ali? Et moi, je dirais que beaucoup de Gabonais vivent de manière beaucoup plus pauvre, sont beaucoup plus pauvres aujourd'hui, vivent dans une misère qui ne dit pas son nom aujourd'hui, plus que quand Ali était au pouvoir. Oui, mais Et donc, ces gens-là, pour moi, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, s'ils aiment leurs enfants et s'ils aiment leur pays, ils ne peuvent pas voter ce qui se passe en ce moment, parce que ce n'est pas bon pour le Gabon. Ils devront voter quelqu'un qui prône une rupture pure et simple et claire. Une personne qui va pouvoir dire aux Gabonais ce qui s'est passé exactement en 2009, où sont passés les corps des gens qu'on a assassinés en 2009, où sont passés les corps des gens qu'on a assassinés en 2016, l'argent qui a été délapidé, qui a été détourné, les milliards, on a besoin, les Gabonais ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il est important que nous demandons tous une commission vérité, justice et réconciliation. Parce qu'il ne peut pas avoir de paix s'il n'y a pas de vérité. Il ne peut pas avoir de paix si on ne nous raconte pas ce qui nous est arrivé, nous en tant que peuple, ce que l'État
a fait contre les Gabonais, il faut que nous sachions exactement ce qui nous est arrivé afin que ces choses ne se répètent plus jamais dans l'histoire d'un Gabonais ou d'une Gabonaise. Mais vous pensez réellement que la population gabonaise aura vraiment le choix entre ces quatre candidats? Et selon vous, hein, lequel de ces quatre candidats reflète réellement votre idéal? Enfin, je vais dire, ferait vraiment l'affaire. Pour être franc, il faut écouter les candidats. Et il y a un candidat qui, pour moi, sort du lot. C'est un peu gênant parce que ce candidat était le dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, un système que j'ai combattu. Euh, mais cet homme, aujourd'hui, reconnaît qu'il a commis des erreurs quand il était Premier ministre. Il reconnaît qu'il aurait dû faire des choses autrement. Il reconnaît qu'en ce moment, les choses ne vont pas et les choses n'allaient pas à l'époque d'Ali et qui a la volonté de changer les choses. Il dit des choses qui résonnent avec moi, telles qu'il veut une commission vérité, justice et réconciliation, ce que beaucoup de Gabonais qui sont censés veulent. On a besoin de connaître, de savoir et de connaître ce qui s'est passé dans notre pays, qui a fait quoi. Et donc, cet homme qu'on appelle Billy Binze aujourd'hui, quand bien même il y a beaucoup de résistance contre lui à cause de son passé, moi je pense que les Gabonais doivent lui donner le bénéfice du doute. C'est un homme aussi qui dit que 7 ans de pouvoir, c'est trop long. Il faut 5 ans parce que pour lui, il considère qu'il faut un renouvellement de la classe politique gabonaise. Donc, il dit des choses qui résonnent avec moi. Maintenant, je suis d'accord avec vous que des politiciens ont tendance à dire ce qu'on veut entendre pour qu'ils puissent être élus. Mais aujourd'hui, je ne peux m'appuyer ou je ne peux m'accrocher que sur ça. Parce que ne pas voter, ne pas choisir quelqu'un, pour moi, c'est inacceptable. L'abstention, c'est-à-dire ne pas participer au processus électoral, serait très grave pour le Gabonais qui le fait. Pourquoi? Parce qu'une fois on ne vote pas, cela voudrait dire tout simplement qu'on abandonne notre pays. Et si on abandonne notre pays, cela veut donc dire qu'on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. On n'a pas voté. Mais lorsque l'on vote, que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas, cela nous donne le droit de parler de la chose Gabon, de parler des affaires du Gabon. Pourquoi? Parce que nous sommes quelqu'un qui a voté. Et donc aujourd'hui, je pense que le danger, c'est de s'abstenir. Non, il faut aller voter. Et donc, les Gabonais qui écoutent cet interview aujourd'hui, je vous encourage à écouter les candidats. Et le candidat qui dit des choses qui résonnent avec votre philosophie de la vie, avec ce qui est bon pour le Gabon, je vous de grâce, votez pour cette personne. On est dit le plus souvent, entre le low-cost et la praxis, il y a toujours un clivage. Une chose est dire des choses mirobolantes avant donc une élection présidentielle. Et une autre chose est aussi de passer à la pratique. Certains de vos compatriotes diront que M. Alain Binze fait partie des plus proches collaborateurs de M. Ali Bongo que vous avez combattu. Hein, et pendant donc des décennies, il n'a rien fait pour que on voit en lui un homme du changement. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Tout simplement que Alain-Claude Bilibinze a été Premier ministre, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo, certes. Mais Alain-Claude Bilibinze n'a jamais été président du Gabon. Ça veut donc dire que Alain-Claude Bilibinze était un exécutant. Il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui qui lui donnait des ordres qu'il devait accomplir. Là, ce qu'il demande aux Gabonais, c'est qu'on lui donne la possibilité, lui, c'est-à-dire d'accomplir des choses. Et il n'a pas quelqu'un au-dessus de lui, c'est lui qui va exécuter ce qu'il dit qu'il devrait exécuter. Maintenant, si je le compare à Oligui Nguema aujourd'hui n'a personne au-dessus de lui. C'est lui le chef, c'est lui le président du Gabon, même si c'est de la transition. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que est-ce que la vie de mes compatriotes, est-ce que le Gabon se porte mieux aujourd'hui? La réponse est non. Et donc, non seulement il nous a promis des choses, il a fait beaucoup de promesses, des promesses qu'il n'a pas tenues, mais aujourd'hui, je peux voir que en fait, ce qu'il nous a dit, il n'était pas en mesure de le faire. S'il n'a pas pu me convaincre en 2 ans, ce n'est pas en 7 ans qu'il me convaincra. Maintenant, Billy Binze n'a jamais été président. Donc, je pense qu'il faut qu'on lui donne l'opportunité d'être président. Et puis, s'il se comporte mal, on devrait créer des mécanismes au Gabon. En fait, moi, ce que j'aimerais pouvoir voir au Gabon, c'est qu'il y ait une opposition forte, qu'il y ait un système qui permet au peuple gabonais de faire et de défaire un chef d'État. C'est-à-dire qu'on devrait, si quelqu'un ne fait pas les choses qu'il a promis de faire, on devrait avoir des mécanismes
qui nous permettent de faire un chef d'État, tel que, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle impeachment, c'est-à-dire une destitution. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Les gens, les peuples ont le droit de se tromper. Pour Oligui Nguema, on lui a laissé l'opportunité de diriger le Gabon pendant pratiquement 18 mois ou 17 ou 19 mois. Le résultat, pour moi, est catastrophique. Et parce qu'il est catastrophique, il faut que l'on passe à autre chose, jusqu'à ce que l'on trouve quelque chose qui nous permet de nous épanouir. En ce moment, le Gabon ne se porte pas bien, et moi, je veux que le Gabon se porte mieux. Alors, je vais repréciser encore le fond donc, de ma question. Vous l'avez répondu un peu à moitié. Hein. Qu'est-ce que M. Alain Billy Binzé a fait dans le passé hein, qui prouve que ce monsieur peut être celui qui représentera le Gabon hein, pour un avenir meilleur? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui aujourd'hui même, Oligui Nguema est en train du moins qu'il dit que c'est lui qui a fait, malheureusement, c'était des plans qui avaient été déjà faits sous l'époque qui avaient déjà été enclenchés à l'époque de Ali Bongo Ondimba. Maintenant, c'est vrai que c'est lui qui a terminé, et comme il aime le dire souvent, ben, pourquoi en 14 ans ils ne l'ont pas fait et moi je suis venu en 2 ans, je l'ai fait. D'accord. Mais ce sont des idées, ce sont des concepts, ce sont des choses que Ali Bongo lui-même voulait implémenter. OK? Mais c'est lui qui a eu l'opportunité de finir. Comme j'aime le dire souvent à ma femme, il y a des projets avant que je quitte les États-Unis qui ont été votés à l'époque de John F. Kennedy. Il a été assassiné en 1963, mais c'est seulement en 2020 que, par exemple, le pont de Silver Spring vers Brick Cheney a été construit. OK? Donc, ça, je peux le comprendre. Maintenant, qu'est-ce que Billy Binzé a fait réellement qui a pu changer la vie des Gabonais? Je ne suis pas en mesure de vous dire quelles sont ces choses-là, mais une chose est certaine, c'est que Billy Binzé aussi sera jugé au pied du mur. C'est-à-dire, il dit des choses aux Gabonais. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus sensé. C'est le plus sensé, le plus cohérent, le candidat le plus cohérent. Pour moi, comme j'ai dit, c'est le plus cohérent. Pour moi, Oligui Nguema a montré ses Alors, limites. concrètement, dites-nous deux choses qui a réellement attiré votre attention. Deux choses qui attirent mon attention. Oui. Mais deux choses. La première, c'est qu'il reconnaît qu'il a mal agi dans le passé. Il reconnaît ses fautes. Il dit, oui, en effet, on a mal agi. En effet, on a négligé le peuple. J'aurais dû faire les choses autrement. Okay? Il le dit. Et pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est important que quelqu'un reconnaisse ses erreurs. Parce que si tu ne reconnais pas tes erreurs, tu peux pas t'améliorer. Donc, ça, déjà, pour moi, c'est un plus. La deuxième chose, il dit qu'il faut qu'il y ait une commission vérité, justice et réconciliation. C'est-à-dire que l'on doit parler de ce qui s'est passé. L'argent du Gabon est parti où? C'est-à-dire que donc, on devrait, de manière publique, amener les gens qui ont commis des actes à raconter ou à savoir ce qu'ils ont fait et comprendre exactement ce qui s'est passé en 2009 et en 2016. Et pour moi, ça, c'est important pour moi. Un pays ne peut pas avancer si à chaque fois on occulte son passé. Et le problème que j'ai avec Oligui Nguema aujourd'hui, c'est que lui refuse de faire ça. Il refuse de remettre en question ce que le PDG a fait. Il refuse de mettre la lumière sur ce que le PDG a fait. Et c'est tout à fait normal. Je peux comprendre pourquoi. Parce que son rôle, c'est de protéger le système Bongo PDG. Et donc, pour moi, si on veut vraiment un changement radical au Gabon, on ne peut pas se permettre d'être du côté d'Oligui Nguema. L'autre chose que j'aimerais pouvoir dire aussi, c'est que Billy Binzé le dit aujourd'hui haut et fort qu'il faut une rupture absolue avec le PDG. Il était dans le Parti démocratique gabonais, qui est le PDG, il en est sorti. Et comme il dit lui-même, aujourd'hui, mes compagnons de hier, c'est-à-dire les gens avec qui j'ai gouverné le Gabon hier, beaucoup d'entre eux entourent Oligui Nguema et ils gouvernent aujourd'hui avec Oligui Nguema. Et il le dit. Donc ça me, comment dire ça me réconforte. Ça me réconforte parce que il connaît les problèmes du Gabon, il a été dans la machine et je pense qu'il peut sortir le Gabon de l'ornière. Et maintenant, s'il nous trompe, ben, on va prendre nos responsabilités et on va faire ce qu'on doit faire. Alors, parlons maintenant, revenons disons sur l'avenir du Gabon et les priorités du président du Gabon. Oui, d'accord, voilà, je vois la question. Merci beaucoup. Hein. Le futur président, c'est ça. Le futur président
euh, veut réellement tourner donc la page des Bongo et de la junte, quelles devraient, selon vous, être les premières réformes prioritaires? Voilà. Déjà, je pense qu'il faudrait que l'on, pour une fois, et que cette fois-ci, au lieu d'écouter les doléances du peuple et de faire à sa guise, c'est-à-dire comme eux, ils l'entendent, que cette fois-ci, on écoute le peuple gabonais. C'est-à-dire que l'on réduise donc, au lieu du septennat, qu'on ait un quinquennat renouvelable qu'une seule fois. Donc, tu ne peux être président du Gabon que 10 ans maximum, si les Gabonais te le permettent. Je pense aussi qu'il faut que l'on puisse fortifier l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que nos députés doivent être élus directement par le peuple, afin qu'ils répondent au peuple, pas un président, mais c'est-à-dire qu'ils défendent réellement les politiques, les intérêts de leur localité, et que le peuple qui les ont élus il est le porte-parole de ces gens-là auprès du président et qui contrôle aussi ce que le président fait. Je veux voir au Gabon une vraie opposition. Donc, ce président-là, pour moi, devrait ouvrir le Gabon et permettre aux opposants d'avoir accès aux médias au même titre que lui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mhm, mhm, mhm. Justement, vous parlez donc d'accès aux médias. La question donc de la liberté donc d'expression et de la presse est aussi, disons, cruciale. Selon vous, le régime militaire a-t-il vraiment fait des avancées sur ce point, ou la censure donc j'allais dire de la répression persiste-t-elle selon vous? Aujourd'hui, par exemple, il y a une élection le 12 avril 2025. On n'est pas encore officiellement en campagne, mais Oligui Nguema est en train d'arroser tous les milliards gabonais. Si vous regardez la chaîne gabonaise aujourd'hui, on ne voit que lui. Pourtant, il y a quatre autres candidats, mais on ne voit que lui. Il a établi des lois que lui-même il viole parce que la campagne devrait normalement commencer le 29 mars, c'est-à-dire dans la semaine prochaine. Mais lui, il est déjà en campagne. Donc, partout, il utilise les outils de l'État pour faire sa propagande, pour faire sa campagne. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Une démocratie, si c'était un démocrate, il aurait donné l'opportunité aussi aux autres d'utiliser les mêmes médias, c'est-à-dire la chaîne nationale, pour pouvoir s'exprimer aux Gabonais, pour pouvoir parler aux Gabonais. Le contraire. C'est-à-dire que quelquefois même, Béli Binzé a été empêché d'aller dans certains endroits du pays. Pourquoi? Tout Gabonais a le droit d'aller où il veut sur le territoire gabonais et de s'adresser aux Gabonais. Il n'y a pas un Gabonais qui est plus Gabonais que l'autre. Nous sommes tous Gabonais au même titre. Donc, par conséquent, que l'on soit président ou que l'on soit un simple candidat à la présidence, on devrait avoir plus ou moins les mêmes accès aux médias afin de pouvoir parler au peuple qui est supposé prendre une décision de qui il veut choisir pour la destinée du pays. Et ça ne se passe pas ainsi. Donc, pour moi, je trouve ça très grave. Ce n'est pas une démocratie et ça me fait mal de voir que dans mon pays, le Gabon, on régresse au lieu de progresser. Parlons donc de la liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, le jeune Gabonais peut contester la gestion de M. Oligui Nguema sans pour autant être inquiété? Écoutez, je pense que la jeunesse gabonaise est mûre. Et je pense que si Oligui Nguema veut commencer à oppresser les gens qui veulent s'exprimer, il risque de s'attirer les mêmes foudres qui se sont tombées sur Ali Bongo. La vérité, c'est que moi, à mon époque, quand on faisait nos revendications et quand on condamnait le système Bongo PDG, on le condamnait avec force, certes. Mais mes plus jeunes frères, là, qui ont peut-être 20 ans de moins que moi aujourd'hui, ils sont encore beaucoup plus virulents et beaucoup plus tenaces. Ce n'est pas dans l'intérêt d'Oligui Nguema de vouloir faire le bras de fer avec la jeunesse gabonaise. Les Gabonais veulent être libres. Les Gabonais veulent s'exprimer librement. Ils veulent dire ce qu'ils pensent. Ils veulent pouvoir avoir un dialogue franc. Ce n'est pas Oligui Nguema qui va leur empêcher. S'il décide de les empêcher de rêver, malheureusement, ces jeunes-là vont l'empêcher de dormir et probablement lui donner des cauchemars que Donc, Ali Bongo lui-même n'a pas expérimenté. donc oui, le jeune Gabonais peut s'exprimer aujourd'hui librement, on peut le dire. Beaucoup de Gabonais s'expriment,
Mais il y a des Gabonais aussi qui, quand ils s'expriment, c'est-à-dire quand on parle de la politique du Gabon, qu'on parle des choses du Gabon en général, oui, il y a une certaine liberté. Mais on a quand même vu des cas où, quand les gens font parlent directement contre les choses que Oligui Nguema a fait, certains d'entre eux sont en prison. Il y a quelques jeunes, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des jeunes qui sont en prison parce qu'ils ont fait je sais pas, des blagues, ils ont dit certaines choses qui concernent Oligui Nguema. Ça n'a pas plu à l'État ou ça n'a pas plu à certaines personnes qui, par zèle, ont enfermé les gens, même s'ils ne vont pas rester longtemps, mais on les enferme quand même pour les dissuader de faire ce qu'ils ont fait. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Aux États-Unis, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et qui font des caricatures de Donald Trump. On ne les met pas en prison pour autant. Et j'aimerais voir plus ou moins la même maturité dans mon pays, le Gabon. Maturité dans mon pays, le Gabon. Bon, le Gabon, c'est pas les États-Unis, comme vous le dites, c'est bien aussi. Je Nous suis sommes tout en à fait Afrique. d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que Hmm. je me bats pour que le Gabon soit un pays où il y a un minimum. Et ce minimum de liberté-là, je veux le voir. Mhm. Je Est-ce ne que, pense pas que cette liberté d'expression, hmm. l'état de droit, est réservé qu'aux États-Unis. Mais est-ce que Je suis avec, certain. avec ce qui se passe maintenant avec la nouvelle administration Trump, hein, où les journalistes sont parfois un peu intimidés, en guillemets, ou bien même traduits devant les tribunaux par le gouvernement, par M. Donald Trump, est-ce que on ne revient pas un peu à ce qui se passe un peu au Gabon, hein, ou en Afrique? On ne devrait pas comparer le Gabon aux États-Unis. Je pense que nous devons avoir une vraie liberté et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, pour moi, est déplorable. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'aux États-Unis, comme vous le savez, il y a 258 millions d'électeurs, c'est-à-dire inscrits. Il y a 18 millions d'Américains qui choisissent de ne plus voter pour X ou Y raison. Et il y a environ 77 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, 74 qui ont voté Kamala Harris, mais il y a 90 millions d'Américains qui ont choisi de rester chez eux. Et voilà ce qu'ils ont maintenant. Voilà pourquoi je dis que l'abstention n'est pas bonne, n'est pas bonne. Il faut que les gens s'expriment. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que beaucoup d'Américains regrettent. Ceux qui n'ont pas voté regrettent de ne pas avoir voté. Et ceux qui ont voté d'une certaine manière, s'ils pouvaient le refaire, ils auraient voté différemment. Mais puisque le pays, quand même, est un pays démocratique, dans 4 ans, ils vont réajuster le tir. Voilà pourquoi je dis que se tromper, c'est pas grave. Vous allez subir votre choix. Mais au moins, vous avez la possibilité de corriger ce choix-là dans 4 ans. Le problème, c'est qu'au Gabon, à chaque fois que l'on vote d'une certaine manière et qu'on veut corriger, on nous empêche de corriger quelquefois même les erreurs que nous-mêmes avons faites. Comment pouvons-nous progresser? Nous ne pourrons pas progresser. Et voilà pourquoi je pense que la démocratie, la liberté dans mon pays, le Gabon, est nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Franck Joktan. Alors, revenons donc, le Gabon fait face, disons, à une crise sociale et économique profonde. Comment éviter hein, qu'un changement politique, cher ami, hein, ne se transforme en simple continuité oligarchique, sans réelle amélioration, j'allais dire, hein, pour les populations? Ce qui se passe en ce moment. Je pense que la paupérisation du peuple gabonais est faite à dessein. On veut que les Gabonais restent dans l'obscurantisme. On veut que les Gabonais ne soient pas éduqués. On veut que les Gabonais ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que un peuple qui n'est pas instruit, un peuple qui est abandonné, un peuple qui n'a pas accès à la connaissance ou accès à la santé, accès à ce qui peut épanouir sa vie, c'est un peuple qui est maniable. Et on le voit très bien pendant les élections. Quand ils viennent avec des mallettes d'argent et qui distribuent aux gens, vous voyez des lignes, des gens qui acceptent 5 000 ici, 10 000 là-bas, tout simplement parce qu'ils sont pauvres et que le peu d'argent qu'on leur donne peut les aider à acheter au moins la sardine et un morceau de pain. Vous voyez ce que je veux dire? Or qu'en fait, les Gabonais n'ont pas besoin de ça. Ce dont les Gabonais ont besoin, c'est d'un gouvernement responsable qui crée donc de l'emploi pour sa jeunesse et que sa jeunesse elle-même, si elle veut acheter sa sardine et son pain, va acheter sa sardine et son pain, elle n'a pas besoin que l'État le lui donne. Mhm, mhm. Alors, pour ces fauteurs gabonais, les risques donc d'une nouvelle dynastie politique sont pratiquement réels. Beaucoup estiment que M. Oligui Nguema tente d'établir une nouvelle dynastie militaire, après celle donc des Bongo, disons. Je, Pouvez-vous expliquer cette inquiétude, hein, cher ami?
J'ai cette inquiétude, mais je ne dirais pas que c'est une dynastie militaire. Oligui Nguema joue pleinement son rôle, qui est de protéger le système Bongo PDG. Donc, c'est-à-dire que le système Bongo PDG, il ne cherche pas à le changer. Ce qu'il veut, c'est le perdurer et donc faire tout pour le protéger. C'est sa mission. C'est pour ça qu'il était à l'AGR. Il était là pour protéger Ali Bongo et ses intérêts et les intérêts des Bongo et de tous ceux qui gravitent autour. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de créer une dynastie. Il a besoin de la protéger et de faire partie de la dynastie. C'est tout. Hmm. Merci beaucoup, hein, cher ami. Alors, donc, quelle est donc la place, cher ami, hein, de l'opposition et de la société civile dans ce contexte, cher ami? Existe-t-il encore une marge, j'allais dire, de manœuvre pour résister à cette mainmise sur le pouvoir, selon vous? Mais c'est ça le drame. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon est devenu, on repart au muni-partisme. C'est-à-dire on peut concevoir que tous les partis politiques gabonais aujourd'hui soutiennent Oligui Nguema. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que même les partis qui n'ont jamais eu la possibilité de gouverner le pays, ils se rallient à Oligui Nguema. Il n'a même pas donné son plan de société que tous les partis politiques se sont ralliés. Le seul parti qui ne s'est pas rallié à Béli Binze, à Oligui aujourd'hui, c'est le Parti démocratique gabonais, c'est-à-dire le PDG, le parti qu'il est supposé protéger. Parce que eux, ils disent qu'ils attendent comment dire ça, le plan de société des différents candidats. Mhm. Donc c'est vraiment aberrant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que on veut ouvrir le chemin, un boulevard à Oligui Nguema. Moi, je ne mange pas de ce pain. Je dis non. Je dis que c'est sain pour le Gabon qu'il y ait une opposition. C'est-à-dire que si Oligui Nguema gagne l'élection de 2025 et que les Gabonais ont voté, eh bien, que voulez-vous que je dise? Il a été voté, on va subir, on va accepter. Mais il faut quand même une opposition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour être comme des garde-fous. Si le président va trop loin quelque part, il faut qu'on le ramène à la raison. Et on ne peut pas lui permettre de faire tout et n'importe quoi. Et pour cela, il faut des partis forts. Voilà pourquoi je n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui, les partis politiques, la société civile sont à sa cause. Ce n'est pas sain pour une démocratie, ce n'est pas sain pour le pays, ce n'est pas bon pour le pays, parce que cela amène à des dérives. Mhm. À des dérives. Mhm. Dans ces conditions, comment éviter hein, que le Gabon ne replonge, cher ami, hein, dans une nouvelle autocratie sous un autre nom? Cette transition est autocratique. C'est-à-dire, les prémices sont là. On est déjà là. Et c'est pour ça que moi, je pense que le prochain président, si Oligui Nguema m'entend et qu'il aime vraiment le Gabon, il devrait ouvrir le Gabon et permettre à une opposition réelle, pas une opposition que lui-même il crée, mais une opposition réelle. Il doit permettre aux Gabonais de s'exprimer. C'est même bon pour lui parce qu'il y a des choses qu'il ne voit pas. Et donc, ses opposants, en criant haut et fort, ça lui permettra de voir et de se réajuster. Il a dit il n'y a pas très longtemps que, écoutez, votez-moi et dans 7 ans, si jamais je n'ai pas fait ce que vous m'avez demandé de faire, mettez-moi dehors. C'est ce que Oligui Nguema a dit lui-même. Mais pour qu'on puisse le mettre dehors, il faut bien qu'il y ait une opposition. C'est-à-dire qu'il faut bien que l'on aille se rattacher sur quelqu'un qui ne pense pas comme lui. Mais s'il ramasse tout le monde et que tout le monde est avec lui, même si on le chasse lui, ben, le problème reste toujours entier. Et c'est ça mon problème. Il faut une opposition au Gabon. Voilà, voilà, il faut une opposition au Gabon. Alors, je pense qu'on va revenir sur le dernier segment hein, de notre interview hein, sur les perspectives, hein, j'allais dire, de changement réel, cher ami. Hein. Alors, selon vous, hein, quelles sont donc les conditions essentielles pour qu'une véritable démocratie voit le jour au Gabon? Du prochain président du Gabon, s'il veut vraiment que son pays soit démocratique, il devrait investir dans son peuple. Il devrait avoir un langage franc avec le peuple, écouter ce que le peuple veut et mettre tout en place pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ce peuple-là. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est créer c'est-à-dire permettre aux Gabonais de s'éduquer. Parce que l'éducation au Gabon est complètement par terre. Voilà pourquoi autant de Gabonais aujourd'hui sortent du Gabon pour s'éduquer. Ce n'est pas normal. Quand les Gabonais sont malades, ils sont obligés de sortir. Ceux qui n'ont pas les moyens, malheureusement, meurent au Gabon. Ce n'est pas normal.
un pays qui est aussi riche. Donc, il faut que l'État investisse dans l'éducation, dans la santé. Et bien entendu, il faut créer de l'emploi. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Et pour cela, ils doivent permettre aux Gabonais, aux génies gabonais de s'exprimer. Cette idée que si je veux faire des affaires au Gabon, il faut absolument qu'il y ait un politicien qui me parraine, elle n'est pas saine, elle n'est pas bonne. Ou que je dois donner comment dire ça, des commissions, elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine. Laissez-moi faire mes affaires chez moi et laissez-moi embaucher mes compatriotes. Je paierai des taxes, donc je vais enrichir l'État. Mais non, eux, ils veulent avoir la même mise sur tout. Puisqu'ils veulent tout contrôler, ils veulent avoir la même mise sur l'économie, ils veulent avoir la même mise sur les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que là où il y a l'argent, il faut que le gouvernement mette sa main. Mais il faut laisser la liberté aux gens de pouvoir s'exprimer et de faire des affaires afin de pouvoir embaucher d'autres Gabonais. Donc aujourd'hui, le système que nous avons tue le génie gabonais. Et ça, c'est pas bon. Il faut ouvrir. Donc, il faut créer, il faut donner la possibilité aux Gabonais de rêver au lieu de tuer leurs rêves. Est-ce que vous pensez qu'après bientôt 2 années, le Gabonais aujourd'hui est beaucoup mieux, permettez-moi l'expression, à l'aise hein, sous Nguema que sous Ali Bongo? Ça dépend du Gabonais à qui vous parlez. Si vous parlez, par exemple, du docteur Mouketou, oui, il est plus à l'aise avec Oligui Nguema que quelqu'un qui est dans les bas-fonds de la ville là-bas à Libreville. Ça, c'est sûr. C'est sûr que les gens qui gravitent autour d'Oligui Nguema, leur vie est mieux. Et c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on remarque aussi qu'il y a des nouveaux milliardaires au Gabon. Les nouveaux milliardaires gabonais, c'est les militaires. Pourquoi? Parce que quelqu'un de l'armée est devenu président du Gabon. Donc, c'est sûr que pour eux, la vie est meilleure, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, pour ceux qui ne gravitent pas autour du président, pour ceux qui n'adhèrent pas à la politique du président, vous êtes sûr, monsieur Jacques Roger, que leur vie est meilleure aujourd'hui? Gros point d'interrogation. Hein. Je pose des questions, je suis très fort, hein, mais la réponse, voilà. D'accord, alors, cher ami, hein, donc le peuple gabonais, hein, disons, a montré donc des signes de lassitude et de frustration face aux élites politiques et surtout, j'allais dire, ces derniers temps aussi. Croyez-vous hein, qu'il y ait une prise donc, de conscience citoyenne capable donc de faire face, ou bien j'allais dire, capable de faire bousculer le système en ce moment? Le 12 avril 2025 sera le premier test. C'est-à-dire, on va voir comment les Gabonais vont réagir. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'engouement des Gabonais dans les rues, c'est sûr, c'est tout à fait normal. Hein. Comme je vous ai dit, les Gabonais, de manière de nature, en fait, l'homme, naturellement, il aime le pouvoir. Donc, quand vous avez un homme fort qui vient quelque part, il y a toujours des masses de personnes qui vont venir. Mais dans les urnes, quand vous posez votre carte, c'est différent. Hein. Parce que moi, je me rappelle très bien, 2009-2016, il y avait toujours une foule monstre pour Ali. Mais aux urnes, c'était différent. Donc, on va voir en 2020, on va voir le 12 avril 2025, c'est dans 3 semaines. On va voir comment les Gabonais vont voter. Et la manière dont les Gabonais votent, ça sera le vrai test que vraiment les Gabonais sont contents de Oligui Nguema ou ne sont pas contents. Moi, je ne veux pas le dire, parce que ben, ils n'ont pas encore voté, on va attendre. Mais j'espère seulement qu'il n'y aura pas un mécanisme de voler encore une fois le choix des Gabonais. C'est ça ma crainte. Mais on va essayer de voir, je vais essayer de mesurer, on va essayer de mesurer comment les Gabonais votent. Et je ne suis pas convaincu que Oligui Nguema fera l'unanimité aux urnes. Alors, disons, le nom Bongo fatigue, hein, et c'est un boulet hein, que M. Billy Binzé traîne. Voyez-vous aujourd'hui, hein, les Gabonais qui ont longtemps prié hein, pour le départ des Bongo, face aujourd'hui la passe à celui hein, qui est considéré comme le vrai héritier donc des Bongo, M. Alain Billy Binzé. Pensez-vous possible? Croyez-vous en cela? Écoutez, les Gabonais devront faire le choix entre, comme vous dites vous-même, l'héritier des Bobos. Je ne crois pas, puisque lui-même, pas qu'il a renié, mais lui-même, il a dit qu'il veut une rupture. De nombreuses choses, des ruptures du système gros-PDG, chose que Oligui n'a pas balbutié, il n'a pas dit ouvertement c'est ce qu'il veut. Ou
celui qui garde le système reprivilégié. Donc regarde, voilà le choix des Gabonais. C'est-à-dire, donc, vous faites quoi? Vous prenez quelqu'un qui dit que le système reprivilégié n'est plus bon, n'est pas bon pour les Gabon, il faut le changer, ou vous voulez voter pour quelqu'un qui protège le système. Le choix est là, hein? Et c'est les Gabonais qui devront faire ce choix. Merci beaucoup, cher ami, hein. C'était une émission assez intéressante d'ailleurs. La toute dernière question, hein, ou bien même l'avant-dernière question. Quel message adressez-vous, hein, cher ami, hein, aux Gabonais, à quelques semaines, j'allais dire, donc, du scrutin, d'un scrutin aussi peut-être contesté? Vraiment aux Gabonais qu'il est important qu'en tant que peuple et en tant qu'individu, que nous ne nous limitons pas qu'à nous-mêmes, parce que cela va nous desservir, mais que nous pensons aux générations futures et que nous pensons réellement au Gabon. C'est-à-dire que ce qui affecte les autres de manière directe, on doit réaliser que cela nous affecte aussi de manière indirecte. Pour pouvoir mieux dire ce que j'aimerais pouvoir exprimer en ce moment, et j'espère que beaucoup de Gabonais m'écoutent, j'aimerais tout simplement dire, je vais raconter une petite histoire qui va illustrer, et j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y avait un rat qui vivait dans une somptueuse maison. Et un jour, il a vu une femme mettre un piège à rat. Ce rat-là savait que ce piège-là était pour le détruire lui. Pris de panique, il est sorti vite et il alla parler à d'autres individus dans la cour. Il s'est arrêté d'abord, il a parlé au coq. Et il a dit au coq, est-ce que tu sais que dans la maison-là, ils ont mis un piège à rat? Et c'est pour me détruire. Le coq lui a dit, mais pourquoi tu me parles de ça? Puisque moi, je ne vis pas dans la maison, je ne rentre pas dans la maison. Donc, c'est sûr que ce piège-là ne me fera jamais aucun tort parce que je ne rentre pas dans la maison. Donc, ça ne me regarde pas. Attristé, il alla encore un peu plus loin. Il rencontra un mouton et il lui raconta la même histoire. Le mouton lui a dit, mais pourquoi tu me racontes ça? Moi, je ne vais rentrer jamais dans la maison. Donc, le piège qu'on a mis là-bas, c'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas me parler de ce problème-là. Il fait la même chose aussi pour la vache, la même réponse. Il retourne dans la maison le soir, mais il a du mal à dormir. Donc, il dort avec un œil ouvert. Et tout d'un coup, il entend un bruit. Donc, il y a quelque chose qui a été attrapé par le piège qu'on lui avait dédié. Et donc, il essaie de regarder, mais parce qu'il fait sombre, tout d'un coup, il voit la dame, la propriétaire de la maison qui vient. Et cette dame-là, au moment où elle veut s'approcher du piège pour voir ce qu'il y a là-bas, elle est mordue par un serpent. Et donc, elle crie, bien entendu, son mari sort et il vient, il la prend, il la met directement à l'hôpital. À l'hôpital, ils disent, il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour elle. Et donc, il faut l'amener à la maison et faire de votre mieux pour que sa vie s'améliore. Il amène sa femme chez lui. La première chose qu'il fait, c'est de tuer la poule là dont le rat avait parlé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de lui faire de la soupe, de ce qu'on dit en anglais chicken noodle soup. Donc, il lui fait ça. Mais après, la femme meurt. Et donc, il doit inviter comment dire ça, ses voisins, leurs connaissances, à un repas. Et donc, il est obligé de sacrifier le mouton pour pouvoir nourrir les gens. Et puis, puisque sa femme est morte, il faut bien l'enterrer, il faut bien faire les funérailles. Donc, il vend la vache et il la donne à l'abattoir. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que lorsque le rat est venu voir le coq, le mouton et la vache, ils auraient dû la conseiller et lui dire que, écoute, on comprend ton problème. Et peut-être que ce que tu devrais faire, c'est laisse la maison là tranquille, va ailleurs. Fais-toi disparaître pendant un moment, puis après, peut-être un mois, 2 mois plus tard, si tu veux, tu repars. La raison pour laquelle le serpent se trouve dans la maison, c'est parce que le serpent avait vu le rat et que le serpent voulait manger le rat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'on est tous liés. C'est-à-dire que penser que le problème, c'est seulement le problème des autres, ça ne va pas nous affecter, c'est faux. Puisque là, c'était un problème d'abord du rat, mais vous avez vu que tous les autres qui étaient autour, avec qui il a parlé, parce qu'ils n'ont pas agi, ils ont été victimes. Donc, Gabonais, Gabonaises, tant qu'il y aura un Gabonais qui souffre, tant qu'il y aura des Gabonais dans la pauvreté, des Gabonais qui n'arrivent pas à se soigner, des Gabonais qui n'arrivent pas à s'éduquer, des Gabonais qui n'arrivent pas à trouver du boulot, nous toutes, les Gabonais là, nous sommes en danger. Et dire que non, moi j'ai un boulot, donc ce n'est pas mon problème, on a tort. Parce que si ce n'est pas nous, c'est peut-être nos enfants qui demain n'auront pas de boulot. Parce que ces gens-là ne veulent qu'enrichir et faire prospérer les leurs. Donc la question que nous devons nous poser, quand nous allons aller voter le 12 avril 2025, non seulement je vote pour l'amélioration de ma vie, mais pour l'amélioration de mon pays et pour l'amélioration de mes compatriotes.
et que ce qui affecte les autres de manière directe m'affecte aussi de manière indirecte. Quand il y a de l'injustice dans un pays, ça veut dire qu'il y a une menace pour la justice dans tout le pays quelque part. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut que l'on puisse être concerné à propos des autres. Et donc, les Gabonais, dans leur majorité, beaucoup d'entre eux souffrent. Et c'est important pour nous qui avons été privilégiés de pouvoir faire un acte, de pouvoir faire ce qui est nécessaire pour que la vie des majorités des Gabonais puisse s'améliorer. Voilà ce que je voulais dire. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, Monsieur Franck Njoktan. Et surtout, portez-vous bien. On essaiera certainement de vous avoir à quelques jours des élections pour voir si les choses ont évolué. Portez-vous bien et à très bientôt.